vous prenez un plan. Alors vous me suivez, voilà. Ah non, là, le GK, c'est encore ici. Ah bah si, voici, tiens, ils sont déjà là, à 22. Oui, ils sont là. Alors, tous les arbres, vous pouvez regarder, visiter. Alors, je vous dis, vous surveillez ce qui vous plaît, aussi bien dans les cycles, dans les arbres. Mais il faudrait déjà que vous commenciez par les variétés uniques avant de passer par les croisements. Voyez. Il faut que vous fassiez. Il y a des étapes à faire. Nous, on est passé au croisement, on avait déjà les variétés individualisées, vous comprenez. Les croisements, vous pouvez vous sensibiliser, mais ne partez pas trop là-dessus tout de suite. Moi, je peux vous dire, si vous voulez, vraiment, votre démarche, il faut commencer par la source. On ne peut pas être rivière avant d'avoir commencé la source. Il faut commencer à la base. Hein. Il faut commencer par les petites choses pour arriver aux grandes choses. Mais il y a beaucoup à faire. Mais si on est arrivé à ça, c'est parce qu'on avait déjà fait la démarche là-bas. Vous comprenez? C'est assez passionnant et puis ça permet d'ouvrir sur pas mal de choses, enfin une approche plutôt qualitative et surtout pour faire du pain et proposer aussi différents arômes. On sait que ça peut jouer pas mal sur la qualité au final du pain. Pour moi, l'intérêt de cette plateforme, c'est d'aller à la recherche de la diversité dont on a besoin dans le modèle agricole et dans les céréales en particulier. Parce qu'en étant en bio, on a depuis quand même de nombreuses années eu cette recherche de variétés plutôt autonomes, résistantes, qualitatives, mais aussi productives. Et de ce fait, on s'est coupé petit à petit de quelque chose qui est peut-être plus essentiel. Hein, c'est cette conservation, cette transmission d'un patrimoine génétique varié et donc riche, avec le besoin d'avoir une adaptation à un lieu, à nos terres, à notre climat, à l'histoire de notre ferme. L'Aegilops, il est né dans le croissant fertile, là, en Irak, hein, et il est passé en majorité par le bassin méditerranéen. Et tous les gens du bassin méditerranéen, on les a rencontrés, et ils nous ont dit, vos blés sont des infirmes. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de barbe. Puis alors quoi ça fait? Les barbes, c'est les antennes du blé. Et elles captent les forces d'en haut, il n'y a rien à faire. Vous pouvez regarder, vous verrez, l'Aegilops, pour aller jusqu'au... Tous les amidoniers, les poulards, tout ça, c'est des blés barbus. Tout est barbu. Il y en a même les premiers croiraient de l'orge. Bah oui, bah oui. C'est ça croirait de l'orge. Hein. Bah oui, tu les as. Ah non, mais sans déconner, nos paysans, tu te trompes pas. Bon, on va repasser un petit peu plus, on va redescendre par là maintenant. Nous, on est conseillers bio. On travaille à la chambre d'agriculture. Et donc, on travaille avec les agriculteurs qui sont en bio, parfois depuis 10-15 ans. Et qui finissent par se poser ces questions-là. Qui travaillent avec des semences certifiées, mais ils se posent quand même la question de l'intérêt de ces variétés. Et puis ça, oui, et puis on reste dépendant, toujours pareil, quand même de firmes malgré tout. On n'est pas. C'est vrai, t'achètes des variétés qui sont au catalogue, en bio. Et du coup, on est là aussi parce que les agriculteurs, ils veulent se lancer là-dedans, les agriculteurs bio du département. Donc la première étape, c'est de venir voir ce qui se fait ici parce que c'est pas très loin et qu'il y a l'expérience. Mais l'objectif, c'est de pouvoir mettre en place quelque chose chez nous aussi. Ouais, en ayant une sélection à la ferme intelligente, en travaillant sur des variétés de pays, en ayant une démarche scientifique, agriculteur expérimentateur, est-ce qu'on ne peut pas avoir une variété qui va bien ou un mélange de variétés qu'on maintient sur sa ferme? Marine. Oui. Par exemple, vous avez un épi, je ne sais pas ici, qui est résistant. Celui-là a une maladie, celui-là il est pas résistant du tout, et puis celui-là il est malade. Ben, celui-là il va propager, si c'est que la même variété, la maladie va se propager beaucoup plus vite. Alors que si vous avez des
je dirais, des vides sanitaires, eh ben, c'est comme ça qu'on arrive à maîtriser d'abord les maladies. C'est une encyclopédie. C'est l'encyclopédie du blé, Bernard. Ah oui, il faut bien organiser ça. C'est même trop d'un coup pour nous. Hein, on va bugger là. T'as pris des notes? Marine a pris des notes. Nous, moi j'avais jamais vu toutes ces variétés-là. Voilà, hein. Les variétés modernes, elles ont été créées pour faire de la production avec les pesticides et avec les engrais. Et je trouve qu'elles ne conviennent pas forcément à une conduite biologique. Les chambres chez nous, elles sont plus fermées vraiment au bio maintenant. Ça s'ouvre. On a au moins un technicien bio par département, quoi, ouais, au minimum. Récent, c'est tout récent, là, aux dernières élections donc, qui ont eu lieu il y a 1 an, quoi, en gros. Hein. Avant, c'était fermé. Hein. C'était fermé. Nous, sur la Haute-Marne, nous, le président de la Chambre d'agriculture, il ne voulait pas entendre parler du bio. Il était anti-bio. Qui n'a pas été pour, je comprends, mais contre, non, je sais pas. Je suis vraiment au tout début de ma réflexion pour envisager peut-être un jour ma conversion vers le bio. Bah là aujourd'hui, c'est dans la suite, je suis en traditionnel, c'est-à-dire les techniciens, quand on fait les commandes de variétés, ensuite on choisit qu'on va appliquer 1 ou 2 fongicides, des insecticides, et voilà, on fait la liste de ce qu'il y aura besoin dans l'année pour avoir un meilleur prix, et puis voilà quoi. Mais en fait, psychologiquement, ça me cause de plus en plus de problèmes d'acheter tous ces produits en seed à la fin. Et puis quand on voit la note, et en fait je pense que l'agriculture, on devient totalement prisonnier des usines chimiques. Et puis si c'est pas par les produits en eux-mêmes qu'on sera mort, ça va être financièrement, on est comme ça, les mains liées. En biodynamie, on considère que l'équilibre devrait être avec un maximum de production. On appelle ça l'autonomie à travers ce qu'on appelle l'organisme agricole, c'est-à-dire que c'est une ferme, une agriculture où on a un peu toutes les composantes de l'agriculture que je viens de citer. Et alors, aujourd'hui, on ne peut pas forcément le faire au sein d'une même ferme, mais par contre, on peut essayer de le réunir avec des petits éléments de chacune de ces activités dans notre ferme. Moi, j'en ai 2 grandes. Je peux en introduire quelques autres, un peu de maraîchage à titre privé, un peu d'arbres fruitiers, des choses comme ça. Et puis après, on peut en avoir aussi à travers des échanges avec d'autres agriculteurs. Donc ça permet aussi de garder ce lien entre les différentes composantes de l'agriculture et puis d'avoir une compréhension du système global. Parce que la spécialisation, elle permet d'être effectivement peut-être plus performant, plus pointu à certains moments. Par contre, elle est très très clivante, très limitante dans la perception qu'on peut avoir d'un modèle agricole autonome et global. Ce qu'on fait, vous voyez ici, c'est vraiment de la recherche fondamentale. Mais on a surtout perdu les anciennes variétés après la Deuxième Guerre mondiale, quand on a vraiment mis la molitoire partout. Oui. Vous faites de la recherche fondamentale, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que c'est de la recherche, ce qu'on fait, ça devrait être pris par le public. Vous voyez ? Moi, ça fait 15 ans que je travaille, sitôt que mon fils était revenu sur la ferme, je me suis mis sur les semences, ça fait 15 ans que je travaille là-dessus, mais je travaille à titre gratuit, tout ça, mon travail, des heures de travail, des années de travail, c'est à titre gratuit. Et pour le transmettre, un jeune comme vous, pour faire tout ce travail-là, vous allez me dire, je veux bien, mais moi, il faut que je sois payé. Il nous faut de l'argent. Et cet argent-là, on unit la sauce, et on vit la sauce avec des aides qu'on trouve comme on peut. Et c'est le conseil régional qui nous soutient, qui nous donne 25 000 €, vous voyez, et c'est grâce à lui qu'on peut avoir du monde un peu pour nous aider, comme Sarah qui explique, elle a travaillé depuis 1 an avec nous, Jean-François Guillotot qui est là, qui va vous parler, lui, des populations d'avant, là tout de suite. Ces gens-là, il faut qu'ils soient payés, et pour ça, il faut qu'on trouve de l'argent. On passe voir un petit peu les mélanges par là. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, quand on voit
l'impact négatif sur l'environnement de l'agriculture intensive, au niveau pollution, au niveau santé publique, au niveau désertification des campagnes, parce que les gens qui cultivent avec des produits chimiques cultivent des surfaces énormes, et là où il y avait plein de petits paysans qui vivaient tous, qui ne demandaient rien, qui n'avaient pas besoin d'aide sociale, qui n'avaient pas besoin de RSA, qui n'avaient pas besoin de tout ça, ils mangeaient et ils vivaient et ils se développaient normalement. Là où il y avait 50 ou 60 familles avant, maintenant il reste une personne. Une personne qui pollue, et demain cette personne-là, si on lui dit oui mais écoutez ça coûte trop cher, comment vous produisez, comment les gens vont faire pour manger? Donc le fait de garder des variétés comme ça et d'essayer de les remettre un petit peu dans le circuit, ça devrait être reconnu et beaucoup plus aidé, je pense, par les pouvoirs publics que ça ne l'est aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui c'est marginalisé quelque part. Je pense que par rapport aux problèmes de crise, entre parenthèses, qu'on rencontre partout au jour d'aujourd'hui, ça je pense que c'est des solutions d'avenir pour permettre aux gens de manger, de travailler, et que le travail qu'ils fournissent leur permette de manger en retour. On a habitué depuis 30-40 ans à arrêter le secteur d'activité de production primaire pour faire des services à la place. Au jour d'aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est une catastrophe. On a complètement démoli la production primaire. Les services, il n'y a plus personne pour les financer, si ce n'est qu'un déficit permanent depuis 40 ans. Et j'ai peur de savoir comment les gens qu'on arrivait jusqu'à présent à nourrir, même avec des mauvaises choses à pas cher, feront si demain elles ont plus ce minimum là à manger. Bonjour Jacques. Bernard, ça va? Comment allez-vous, cher ami? Ça va bien, oui. Ouais, vous aussi. C'est bien parce qu'on n'a pas trop de soleil, c'est super. Oui, on n'a pas de fil. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Ici, vous voyez, c'est toutes les variétés qui servent à faire les populations, parce que, vous voyez, le but, ça n'est pas de semer des variétés uniques, c'est de mettre les variétés ensemble pour qu'elles se croisent par elles-mêmes. D'accord. Tout ce travail-là, c'est quand même de la recherche fondamentale, ça c'est clair. Puis la recherche fondamentale, il faut savoir qu'elle est quand même payée par les services publics. Hein. Et là, qu'est-ce que vous voulez, c'est la profession qui est obligée de le faire. Je pense aussi que ces variétés anciennes sont une réponse aux OGM, dont on nous dit que les OGM sont la solution à beaucoup de problèmes. Je pense que le blé a une diversité génétique suffisante pour qu'on n'aille pas transférer des gènes d'autres espèces sur le blé. Voilà, donc c'est toutes les raisons qui nous amènent à soutenir des graines de Noé et à souhaiter bien évidemment son développement et sa diffusion auprès d'un public d'agriculteurs de plus en plus large. Alors c'est pourquoi, vous voyez, ce travail-là, on ne vend pas de céréales, on ne vend pas de semences, on n'a pas le droit de les vendre, on reçoit toutes les semences de conservatoires nationaux à titre expérimental ou scientifique, et nous les transmettons à titre expérimental ou scientifique dans les fermes pour les essayer localement dans chacune des fermes de chacune des régions. Voilà. Mon idée, c'est d'essayer de refaire la même chose en Europe de l'Est. Donc je suis installé en Lituanie où je fais des céréales en bio et où je suis intéressé pour retrouver des familles de variétés anciennes et faire des essais. Qu'est-ce qui conviendrait là-bas, qu'est-ce qui ne conviendrait pas, et essayer de fédérer des gens aussi qui sont intéressés là-bas par ce type de démarche. Si vous voulez voir ce qui vous intéresse là, vous voyez déjà cette année, ça commence, c'est déjà la 5e année après croisement. Donc vous voyez, ça commence à être vraiment beau. Alors ce que vous pouvez faire, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder ce qui vous intéresse, puis à ce moment-là, on pourrait vous céder des petites quantités pour essayer. Parce que ce qui marche ici ne marchera pas forcément chez vous. Bon, alors, Lou, maintenant on a fini ce tour-là, on va redescendre par là-bas sur le côté et je vais vous montrer les mélanges qu'on a fait, les mélanges naturels qu'on a fait nous
pour qu'ils fassent leur croisement et qu'on a placé en ferme chez les agriculteurs. Et c'est pourquoi. Ah oui, petit rouge du Morvan. Vous savez où j'ai trouvé ça? Je l'ai ramené là. J'ai trouvé ça chez Jean-François Berthelot dans le Lot-et-Garonne. J'ai dit, qui me dit, c'est chez toi? Ben, je ne le connaissais pas. Et regardez comme c'est son année. Regardez ça. Il y a de l'épi quand même cette année. C'est pas épais, mais il y a de l'épi.